niveau d'amateur, on va dire, on peut penser que vous avez fait un travail excessivement complet, à tel point que je me demandais pratiquement à quoi renvoyer les deux autres CD que je crois avoir vus à l'entrée. Et puis une chose laquelle on s'est demandé souvent, c'est la représentation, alors là c'est plutôt pratique sur le travail, c'est la représentation humaine qui existe très peu sur ces grottes, pour lequel on s'est demandé effectivement pourquoi une telle perfection dans le mouvement, comme on a vu hier le film, voir le mouvement animé, enfin bon, un tel souci de la représentation faisait fi de la représentation humaine. Alors, je dois vous répondre en deux temps. D'abord, c'est vrai que ce travail, je suis partie. Pour moi, le documentaire, c'est partir à l'aventure avec bien sûr des questions, mais l'esprit ouvert et sans a priori, et surtout ne pas avoir écrit avant ce qu'on va filmer après. C'est-à-dire que c'est un petit clin d'œil, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le modèle économique du documentaire a été calqué sur celui de la fiction. Et donc, en gros, pour pouvoir proposer un documentaire à une chaîne, il faut l'écrire en s'engageant au fait qu'on ne l'a pas encore tourné. C'est à peine si on n'écrit pas les dialogues des gens interviewés. C'est ce qui se fait. Et pour moi, c'est un non-sens. Je sors malheureusement d'une très bonne école de journalisme. J'ai eu malheureusement un très bon professeur de sociologie qui était un condisciple de Pierre Bourdieu, qui s'appelle Alain Accardo, qui m'a appris à observer le monde avec un esprit critique et les yeux grands ouverts et sans préjugés. Et c'est vrai que pour moi, le documentaire, c'est une aventure humaine et qui, bien sûr, me transporte là où je ne savais pas que j'irais. Et sur ce chemin, donc, si je creuse, sans jeu de mots, mes investigations avec Vincent Lesbros, mon compagnon et mon collaborateur en création à tout niveau, c'est parce que je me suis aperçue que donc les préhistoriens avaient dépassé bien des blocages et avaient ouvert bien des frontières et avaient fait une introspection, une recherche qui s'apparente à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire arrêter entre guillemets d'être des moutons et regarder les choses pour ce qu'elles sont et essayer d'apporter quelque chose aux autres et de vivre plus en harmonie grâce à ça. Et donc bon, j'ai cheminé et c'est pour ça que le film dure 2 fois 1 heure, parce que je voulais aller jusqu'au bout et vous livrer quelque chose qui soit qui prenne des risques malgré tout. Et la philosophe avec qui j'ai travaillé, Marie-Françoise Auffrère, m'a dit: j'aime ton film parce que pour une fois un documentaire prend des risques. C'est-à-dire que c'est raconter l'histoire de la préhistoire en se servant des ouvrages et en redonnant les dates et les découvertes. On se mouille pas, tout va bien, on n'ouvre pas les portes du temps, on parle pas de l'infini, on va dire que le plus ancien c'est un australopithèque qui a 7 millions d'années, puis tout le monde est content. Mais si on s'arrête à ça, à quoi ça sert? Et pourquoi on l'a fait? Ça a déjà été fait 1000 fois et très bien. Et il y a des ouvrages de référence, il suffit de les lire. Et donc, si on veut apporter un petit quelque chose, il faut peut-être se mettre un peu plus à nu et aller plus profondément. Et c'est pour ça qu'effectivement, à la fin de cette projection, je comprends qu'on puisse être un peu interdit, parce qu'on y va rarement jusque-là. Bon, première remarque. Et si ça vous a donné le sentiment que ce soit complet, j'en suis très très heureuse. Et pour ce qui est des représentations dans les grottes, c'est pour ça que j'ai accordé un peu d'oxygène et puis de place aux grottes que possède Gilbert Pémandran, donc la grotte de Bernifal et la grotte de Sous-Grand-Lac, sur la petite commune de Meyral, tout près des Aïsy de Taillac. C'est qu'effectivement les représentations humaines sont excessivement rares. Je crois même que le visage humain de face, qui est supposé être une femme, est unique en son genre. Et alors, donc c'est très beau de les voir, parce que finalement c'est la première fois que on voit un portrait de famille très ancien. Pourquoi y en a-t-il si peu? Je crois qu'on n'en saura jamais rien. Peut-être un élément de réponse, c'est effectivement l'idée de cette vie en harmonie absolue avec les troupeaux de grands mammifères avoisinants, l'absence de égocentrisme de cette espèce mammifère bipède et primate que nous sommes. Peut-être qu'en ces temps-là, on n'était pas obnubilé par notre propre représentation, beaucoup moins que maintenant, mais ce n'est qu'une piste.
on ne pourra pas trouver des éléments qui puissent exprimer les motivations des artistes ou des créateurs de ces images. Je crois qu'on ne pourra jamais répondre à cette question. Et pour votre dernière demande concernant les films que nous faisons, en fait, on a effectivement créé depuis 12 ans une trilogie pour voir la préhistoire de l'intérieur, où on est allé progressivement à la rencontre de personnages qui vivent dans la préhistoire. Alors un paysan préhistorien, donc c'est Gilbert que vous avez vu, le premier film qui s'appelle Le Dernier Paysan préhistorien est une lettre d'amour à cet homme qui évoque pour moi tout ce que le Périgord et ce que l'humanité peut produire de meilleur. Moi, j'ai eu la chance de grandir en Périgord auprès de gens comme ça, qui ont l'amour de la terre, qui ont la gentillesse et l'humour, la finesse d'esprit de chaque instant, et qui m'ont structuré et qui m'ont fait aimer la préhistoire. Et ce film m'a beaucoup plu parce qu'il est très simple et très doux et que c'est une lettre d'amour. Et quant au second, on entre dans l'univers de l'outil préhistorique qui, a priori, pour moi, était assez froid. Je comprenais pas, ça me paraissait un petit peu inaccessible. Et puis grâce à un chirurgien qui est spécialiste de l'outil préhistorique et qui toute sa vie, après l'hôpital où il était chirurgien viscéral et où il sauvait des vies, avait comme jardin secret la cueillette de silex dans les champs. Et lui m'a fait rentrer dans cet univers-là en me donnant des repères dans l'histoire de l'humanité, en me montrant donc les fossiles directeurs, en les touchant, en m'expliquant le plaisir, la fierté de, quand on trouve un outil soi-même, de le prendre dans sa main et d'une certaine façon de toucher la main de l'homme préhistorique qu'il a laissé là pour nous. Et je me suis dit ça va permettre à tout un chacun aussi de regarder et de toucher et de voir les outils préhistoriques autrement et d'entrer dans la préhistoire sans avoir l'impression que ce soit quelque chose de coupant, de poussiéreux ou d'ennuyeux. Voilà pourquoi j'ai fait ce film qui se passe dans un château en Périgord noir où sont rassemblées des magnifiques collections de préhistoire. Et donc, et le troisième, l'art des cavernes, l'outil préhistorique, et le troisième, j'ai cheminé sur l'origine de l'homme, et puis je crois que je suis arrivée à la question de l'origine de Dieu, et même l'origine de l'univers, et je crois donc qu'il n'y a pas d'origine. Et Pierre Juquin, qu'en pensez-vous ? Moi, je suis enchanté que nous ayons fait ce festival. Il a beaucoup à s'améliorer, parce que ce qui est passionnant dans la préhistoire, c'est qu'elle nous pose des questions philosophiques. Qu'est-ce que nous sommes ? Oui, comme vous l'avez dit, la fameuse phrase de Gauguin, qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Je pense que ces questions sont posées à travers les études des préhistoriens, avec en même temps ce contact avec la terre qu'un paysan soit un paysan préhistorien. Je trouve ça symbolique et touchant, parce que c'est vraiment la terre des hommes qu'on va chercher. Elle prend un sens pour nous à travers cette quête approfondie que nous faisons par la recherche préhistorique. Maintenant, alors, les grandes questions métaphysiques qui sont posées, je crois qu'elles ont touché l'humanité dès qu'elle est apparue, ou très tôt en tout cas. L'homme essaie de se situer. Alors Dieu, c'est une très belle création de l'humanité qui s'est probablement projetée d'une certaine façon dans cette image, et un peu sous la forme du fabricant d'outils. Il y a quelque chose d'anthropomorphique dans l'idée du Dieu créateur, fabricant, j'allais dire fabricateur, tel que nous le représentons. Ce qui est peut-être d'ailleurs différent de l'idée du divin, du spirituel. On peut s'interroger beaucoup là-dessus. Il y a Spinoza, Deus sive natura, la nature égale Dieu ou Dieu égale la nature. C'est peut-être un peu simplificateur, mais quand même, là il y a une pensée. Nous avons beaucoup de mal à imaginer quelque chose qui ne nous ressemble pas à court terme, si je puis dire. C'est-à-dire, avec cette idée de l'origine, qui a fabriqué tout ça ? Qui a créé tout ça ? Mais l'idée de l'origine est peut-être une très fausse question. Moi, j'ai été élevé, je me suis éduqué, dans l'esprit de Diderot, par exemple, avec ce texte fabuleux de Diderot, qui est Le rêve d'Adalembert. Comment nous représenter
qu'il y a quelque chose qui est là, à notre échelle de tout temps, à notre échelle infinie, qui n'a ni commencement ni fin, et que j'appellerais, dans le sens philosophique du terme, la matière. Et que c'est la matière qui est créatrice elle-même, elle est en mouvement permanent, et ce mouvement produit dans des temps immenses, il faut aussi questionner la notion de temps d'ailleurs, produit des entités nouvelles, des formes nouvelles, qui n'ont pu être imaginées par personne, puisqu'il n'y avait personne pour les imaginer. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, j'essaie de le dire de la façon la plus simple qui soit. C'est très difficile pour nous de remuer ces idées. Je pense par exemple à la difficulté que nous avons pour la plupart, même intellectuels bien formés, de haut vol, à nous représenter le monde tel que Einstein le montre, qui n'est plus le temps classique dans lequel nous évoluons, ni l'espace classique, ni même l'espace-temps classique. C'est très très difficile pour nous. L'infiniment petit, l'infiniment grand, la métamorphose incessante des choses, la production, l'invention, la création des nouvelles réalités par la matière en mouvement elle-même à laquelle nous participons, ce sont des notions qui sont très très difficiles à concevoir pour le cerveau humain tel qu'il est aujourd'hui. Mais ça ne vous empêche pas de dormir. Pardon ? Mais ça ne vous empêche pas de dormir. Ça ne m'empêche pas de dormir. J'aimerais bien dormir définitivement en ayant réponse à quelques-unes de ces questions. C'est toujours remis sur le métier, comme disait Boileau. Hein. Oui. C'est des questions sans fin, et c'est probablement ce qui fait notre grandeur. Mm-hmm.